on est porté par cette énergie-là, et je pense que c'est aussi pour ça qu'à la fin, le groupe va au bout et finit champion du monde de double. Un de nos joueurs, Jérémy Carmael, élu meilleur joueur du monde à ce moment-là, c'est le Zizou du footnet pour nous. Il sait tout faire, le gars, il sait tout faire. Les vieux au placard, là, c'est bon, il y en a marre, laissez-nous. En double avec Maxime Sorin, je joue avec lui et on prend 11-1, 11-1. Waouh, ça va être compliqué cette journée, ça va être très long et finalement on gagne. Je me fais une désinsertion de l'ischio-jambier, je ne savais même pas que ça existait. Et l'ischio n'est plus là, concrètement. J'étais incapable de faire une passe. C'est-à-dire, je veux la mettre droit devant moi et par derrière. Je te jure, c'était un sketch, j'étais très mauvais. Zizou, il a sa petite goutte là qui, sur le front, ça commence à... On voit le bout, mais on n'y est pas encore. Je prends le service. 19 pour nous, balle de match. Ace, on n'en parle plus. Bienvenue dans Parlons peu, parlons passion, le podcast où nous interviewons des passionnés sur leur domaine de passion. Aujourd'hui, mon invité pratique une discipline émergente, le footnet, ou encore appelé tennis-ballon. Joueur de l'équipe de France, il a contribué à la victoire lors de compétitions internationales et fait partie du groupe qui vise à populariser ce sport. Maël Delanoux, comment vas-tu ? Ça va super, merci de me recevoir. Merci d'être là, c'est super, on va découvrir cette discipline qui est très vieille, mais qui est peu connue en France. C'est ça, ouais. On a un bel historique au championnat du monde à Prague en 2022. On fêtait les 100 ans du sport. Ouais. Donc en effet, c'est un sport qui a un petit peu d'histoire. En France, ça fait une trentaine d'années que c'est là. Et tu fais bien de le dire. Donc en fait, tu fais partie de l'équipe de France de footnet. C'est ça. Qui est un sport de plus en plus connu en France. En 2022, vous êtes devenu champion du monde en double et médaille de bronze en triple. Oui. Et en parallèle, tu jouais avec le club de Nantes il y a quelques années. Et maintenant, tu es dans un autre club qui s'appelle le club d'Issy-les-Moulineaux, qui est un grand rival de Nantes. C'est ça, ouais, j'ai fait un petit changement. C'est une histoire un petit peu particulière pour moi. J'ai toujours été à Nantes. Mon père a cofondé le club avec un ami à lui. Et je suis parti de Nantes en 2018 et j'ai continué à jouer pour eux jusqu'en 2022, c'est ça. Ouais. Jusqu'en 2022. Et là, j'ai changé la dernière saison pour le Gift, donc ici les Moulineaux. Et voilà, ça change pas mal. Les amis sont devenus des rivaux, donc c'est toujours avec plaisir qu'on se revoit sur le terrain. Et en tout cas, c'est une belle aventure que j'ai démarrée avec un club en rouge et noir maintenant. J'ai changé du bleu. Ok, on en reparlera un petit peu après. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Donc, questions courtes, réponses courtes. Et après, on développera. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu es plutôt simple, double ou triple ? Double. Ok. Est-ce que tu es plutôt match à la cool ou mode compétition ? Compète. Est-ce que tu es plutôt attaque ou contre ? Attaque quand même. Est-ce que tu es plutôt France ou tournoi international ? Alors, international. Ok. Ouais. Merci d'avoir répondu à ces petites questions. Alors, on va commencer par juste ton parcours. On va refaire un peu ta vie, même de l'enfance. Tu commences par le foot quand tu étais tout petit. C'est ça. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Je démarre le foot à 7 ans. J'étais en CE1. Je démarre parce que pareil, on jouait dans la cour, j'avais envie de m'y mettre et je démarre au FC Rezé, donc à côté ici de Nantes. Et pendant quelques belles années, j'arrête vers mes 15 ans. Ok. Tu jouais quel poste en foot ? J'ai démarré poste de numéro 9, donc attaquant en pointe. Et après, je suis descendu, j'ai fini défenseur central. Voilà. Ok. Mais c'est étrange quand même de commencer attaquant. C'est un petit peu étrange. J'ai quelques noms de joueurs qui ont fait ce parcours-là, mais c'est vrai que c'est assez atypique. Il y a Sergio Ramos, je sais, qui a fait ça. C'est vrai. Qui a fait ce parcours-là. Mais j'avais une bonne finition, mais je crois que j'avais une meilleure lecture de jeu finalement. Donc ils ont préféré me reculer. Je n'étais pas forcément très technique. Donc dans les 1 contre 1, j'étais pas terrible. Ok. Et alors, comment parce que donc jusqu'à tes 15 ans, tu joues au foot. Comment tu découvres le footnet à un moment ? Ça part de mon père, qui lui, il jouait au Sable d'Olonne sur la plage. Il y a une grande communauté de passionnés qui se retrouvent tous les étés. Ça monte des filets, on peut le voir depuis le Remblai, il y en a beaucoup. Et lui, il jouait avec ses frères quand il était jeune. Et il m'a fait découvrir ça dès que j'ai des petits, avec des tournois père-fils sur la plage. Et donc, toutes les vacances, tous les étés, j'allais jouer. Et puis, au bout d'un moment, il a créé un club. Et puis, c'est parti de là. Et j'ai jamais arrêté. Et donc, toi, tu commences donc petit avec ton père à jouer. Et en club, tu commences vers quel âge ? Je commence vers 19 ans, assez tard en club. Quand je suis arrivé à la fac, en fait. Donc là, j'ai vraiment commencé à m'inscrire et faire que ça. Est-ce que tu as fait quoi comme études ? Fac de sport. Et là, je suis prof de PS. Donc, j'ai fait 5 ans d'études à Nantes, le concours. Et puis après, direction Paris pour enseigner.
Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les règles du FUTNET parce que tout le monde ne connaît pas peut-être. Ouais. Moi, je me suis pas mal renseigné pour tourner l'épisode, mais rappeler ce que c'est, comment ça se joue et comment on gagne des points. C'est donc communément appelé tennis-ballon en France. Maintenant, footnet, bon, c'est comme on veut. On a 3 disciplines, le simple, le double et le triple. Donc 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Au niveau des dimensions, et même du sport en général, ça va être un mix entre la technique du football, la technique aussi, mine de rien, du tennis, parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. C'est très, très technique comme sport. Et après, ça ressemble en fait énormément au volley. Donc avec réception, passe-attaque au-dessus d'un filet, comme les volleyeurs. Et donc en 1 contre 1, 2 contre 2, on est sur les carrés de service de tennis en termes de dimension. Donc c'est du 6,40 m par 9 m de chaque côté, avec un filet qui est à 1,10 m, un petit peu plus haut que le tennis. Ouais. Et 1 contre 1, on a un rebond, 2 touches de balle. En fait, on est tout seul. Donc on fait la réception et la passe pour nous-mêmes. Et ensuite, on attaque. Et après 2 contre 2, 3 contre 3, là c'est réception, passe-attaque avec un rebond au sol. Les touches non consécutives, donc vraiment comme au volley. On va avoir réception, passe, attaque, on essaie de s'approcher du filet pour se matcher, du coup avec les pieds. Et puis voilà. Et puis après, pas les mains comme au foot. Pas les mains, très peu de tête, parce que finalement c'est pas très efficace. C'est pas très puissant. Voilà, c'est pas très puissant, mais ensuite c'est ludique, on touche tout le temps la balle, donc c'est une discipline en fait généralement quand on y va, on s'y plaît. Ok. Vous utilisez le même ballon qu'au foot ou c'est des ballons différents ? C'est différent. Ouais, là justement, ça vient de République tchèque et de Slovaquie, ce sport, et ça s'est développé là-bas, et donc ils développent des ballons qui sont entre le ballon de volley et le ballon de football. Voilà. Ok. Et en termes de chaussures, c'est pareil, c'est les mêmes chaussures ou c'est des chaussures de volley, de hand? Alors, on a justement les fameuses botas qui sont les chaussures tchèques qui viennent de là-bas, mais les chaussures de futsal qui agrippent bien, en tout cas sur de la salle, c'est celle qu'on prend, globalement. Tu fais partie de l'équipe de France. Tu as commencé à 19 ans le FUTNET, mais comment tu rentres en équipe de France? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs licenciés à ce moment-là ou c'est tout nouveau? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, moi, quand j'ai démarré à 19 ans, c'était vraiment un microcosme avec 250, peut-être 300 licenciés grand maximum. Ça n'a pas beaucoup changé depuis ces années-là, mais en tout cas, on a développé une vraie compétence à l'international et du coup, pour se faire connaître au début, c'est assez facile. Moi, j'arrive à 19 ans, j'ai quand même pratiqué depuis des années, donc... il y a un grand échalas qui n'a pas beaucoup de technique qui commence à frapper un peu fort. Donc, les sélectionneurs, en tout cas chez les espoirs, au début m'appellent assez vite. Et puis après, en fait, on se fait connaître. On passe par les différents rouages, 3e division, 2e division, 1re division. Puis au bout d'un moment, on est là. Maintenant, ça se développe quand même plus. Ok. Tu peux nous parler du sélectionneur de l'équipe de France? Je crois que c'est le même depuis le début. Ça fait un petit moment qu'il est là, ouais. Guillaume Ortiz, véritable personnage du tennis-ballon, du footnet français, qui lui, c'est pareil, a développé le sport. Alors lui, il est de Sète, dans le sud de la France. Il a fait énormément de choses pour le sport. Il y a quelques grands noms comme ça de ce sport-là, et c'en est un. Et il est là en équipe de France. Il a participé évidemment grandement au titre de champion du monde en 2022, qui était historique pour nous. Parce qu'à l'époque, on n'avait récolté que 2 médailles à l'international. Une en triple de bronze, une en simple d'argent. Et là, on récolte un titre. Donc évidemment, Guillaume, grand monsieur du sport, ouais. Ok, cool. Tu portes quel numéro, toi, quand tu joues? Est-ce qu'il y a un numéro attitré ou est-ce que c'est aléatoire? Ça change pas mal des rencontres internationales à l'autre. Moi, pour le moment, j'ai beaucoup porté le 7, ouais. Ok, et c'est un numéro particulier ou c'est parce qu'au foot, tu jouais avec le numéro 7 des fois? On le met souvent. Ceux qui le cherchent, généralement, c'est plus par rapport au foot, avec des grands noms, des CR7, évidemment, Cristiano Ronaldo, même des Griezmann. Moi, c'est pas forcément ça. C'est mon père est né le 7. Ok. Mon père est né le 7 janvier 1961, donc moi, le 7, je l'ai cherché. Je suis né le 17 octobre. Donc voilà, il y a cette petite consonance sympathique, mais après, je suis pas forcément attaché. J'ai trouvé un truc sur internet. T'as un surnom qui s'appelle Patator. Aïe. Ouais, alors là, pourquoi ce surnom? Ça va être une petite dédicace à un très bon ami, Arnaud Launay, du club de Nantes. Merci à lui. Patator, comme je t'ai dit, je suis arrivé à un grand échalas avec pas beaucoup de technique qui tapait très fort. Ça, c'était ma qualité au début. Comme au foot, j'étais pas technique, c'est pour ça que je suis passé défenseur, tu vois. Donc, je suis arrivé, je frappais fort. Et on savait pas forcément où ça allait aller, ça marchait, tu vois. Donc, Patator, c'était ça. Ça réfléchit pas, ça frappe fort et ça marque. Donc, ouais.
Ok, super. Non, mais j'avais trouvé ça. Je me Bien suis dit, déterré. je voulais savoir Ça fait quelques années que je l'ai pas entendu celui-là. cette petite histoire. Ouais. Apparemment, c'était il y a quelques années Ouais, qu'on t'appelait comme ça. ouais, mais ça marche. Si, quand je reviens à Nantes, je Ouais. l'entends encore. Ok. Donc, avec l'équipe de France, tu as vécu des compétitions internationales. C'est quoi la première fois où tu vis une compétition internationale? Est-ce que c'est en 2022 ou est-ce qu'avant, tu t'avais déjà fait des compétitions? C'est avant, j'ai démarré du coup chez les Espoirs, donc assez vite. Donc la première, c'est que je te dise pas de bêtises, en 2011. Ok. En 2011, championnat d'Europe à Vitoria en Espagne, où là, c'est pareil, je débute. Ouais. Et ouais, c'est tout de suite grandiose. Tu rencontres des gens venus de partout dans le monde. Tu commences à devoir parler anglais aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est super. En 2011, tu es très jeune. Comment tu ressens ce souvenir de cette compétition internationale? Est-ce que tu as un souvenir marquant? Est-ce que c'est... Un souvenir un peu amer même. Ouais. Sur le résultat sportif. Après, Oui. la nostalgie, l'émerveillement, c'est exceptionnel. Moi, j'ai toujours rêvé d'être sportif de haut niveau. Ouais. Alors là, maintenant, je le suis à un niveau amateur, donc voilà, dans un sport qui est grandissant, mais qui reste neuf. Ouais. Et tu as les étoiles dans les yeux d'être international, d'entendre la Marseillaise, de faire la délégation, l'entrée avec le petit drapeau équipe de France, on suit tous au début, c'est magnifique. Et donc, ce souvenir amer, en fait, on joue la médaille de bronze dans les 3 disciplines. Et on fait 3 fois 4e. Mais on a énormément grandi et appris de ce moment-là. Donc, c'est toujours un moment exceptionnel. Ouais, tu repenses à ça. 4e, c'est la pire place à chaque fois. C'est la pire place, mais sur une première fois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas très grave. Et là, on arrive en 2022. Donc, il y a les championnats du monde qui se déroulent à Prague, le pays du FUTNET. Ouais. Donc, grosse équipe. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives à Prague, cette compétition? Vous êtes entraîné très longtemps, vous êtes grands espoirs. Quand tu arrives à Prague avec tes coéquipiers, c'est tes amis, qu'est-ce que tu ressens? C'est un moment particulier parce qu'on n'a pas eu de compétition. Normalement, c'est les championnats du monde qui devaient avoir lieu en 2020. Oui. Après ceux de 2018, et du fait du Covid, ça a été repoussé. Donc, c'est 4 ans après les derniers. Ça n'a jamais été organisé à Prague, la capitale. C'est les 100 ans du sport. Donc les Tchèques sont remontés, ils veulent tout gagner. Nous, évidemment, également. Et là, on se retrouve dans une salle grandiose qui est l'O2 Arena à Prague. C'est rempli, il y a 5000 personnes, une ambiance de fou furieux. La salle est extraordinaire. C'est un petit peu comme des grandes salles de NBA avec les grands écrans qui descendent au milieu du terrain. Et on sent tout de suite vraiment l'atmosphère qui est électrique, qui est en même temps extrêmement joyeuse. On a un COP français de supporters qui fait un bruit dingue, et donc on se retrouve là-dedans, et c'est génial, on est porté par cette énergie-là, Ouais. et je pense que c'est aussi pour ça qu'à la fin, le groupe va au bout et finit champion du monde de double. Ouais, c'est ça. Un de nos joueurs, Jérémy Carmael, élu meilleur joueur du monde à ce moment-là. Ça n'est jamais arrivé. On va en reparler parce que je crois que c'est un de tes coéquipiers, Alessi Moulineau. Donc, comme tu disais, vous êtes sacré champion du monde là, en 2022 en double, et vous êtes médaillé de bronze en triple dans l'équipe dont tu faisais partie. Toi, tu jouais en triple à ce moment-là. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand vous êtes monté sur la marche du podium, quand même, qui est extraordinaire? C'est un championnat du monde. Ouais, c'est exceptionnel parce que, comme je te l'avais dit tout à l'heure, on n'en a eu qu'une seule de bronze, en tout cas qu'une seule médaille en triple. Et on l'a fait une fois. Après, elle nous a échappé. C'était en 2016, la première fois, j'y étais pas. Elle nous a échappé en 2018 de peu. Et là, on a envie d'y retourner. On a envie de retourner sur cette marche-là. Et c'est un sentiment exceptionnel parce que tu vis le match. En plus, à ce moment-là, moi, je suis sur le banc sur cette fin de match-là. Et c'est assez électrique. C'est tendu. On gagne le premier set contre la Hongrie. On perd le deuxième. Et même si on sent qu'on l'a dans les jambes, qu'on est au-dessus de cette équipe hongroise, sans leur manquer de respect, mais on est un petit peu au-dessus. Ouais, bien sûr. Ça reste tendu parce qu'il faut aller la chercher. Et mentalement, c'est super dur. Et le set est accroché. Et on se dit, putain, est-ce qu'on va y arriver? C'est pas possible. Et quand on arrive au dernier point, les jambes se coupent. Moi, je me souviens m'être effondré. Derrière, et c'est le kiné, Alex, qui m'attrape par le col du vase sur le terrain, va célébrer avec tout le monde. Et voilà, c'est la fête. Même ceux qui sont pas sur le triple, les joueurs de simple, de double, tout le monde se saute dessus. Ouais, bien sûr. C'est exceptionnel. Non, et puis de toute façon, il y a une grande alchimie. On voit, il y a eu des reportages qui ont été faits sur le FUTNET, et une grosse alchimie avec tous les joueurs, qui soient en simple, en double ou en triple. Enfin, il y a un gros soutien de la part de tous les joueurs, et ça joue, je pense, sur le collectif. Ouais.
Il y a un groupe qui vit bien, c'est toujours hyper important. On le voit en équipe de France de football plus classique, c'est ce qui va être recherché en rugby, en handball, dans tous les sports collectifs, il y a besoin de ça. Et nous, on est vraiment en fait plus que sur des coéquipiers, on a des amis. Au final, on se retrouve depuis des années sur le circuit, on se connaît par cœur. Donc c'est des moments qui sont encore plus privilégiés et particuliers à vivre. C'est quoi les grands noms, enfin on en a cité, mais les grandes nations du FUTNET? Donc il y a la Tchécoslovaquie, il y a la Slovaquie aussi. La République tchèque, la Slovaquie, c'est les grands pontes du sport, ça vient de chez eux. On a la Hongrie aussi qui a souvent eu des titres. Et après, quelques nations émergentes ou solides toujours, on a la Roumanie, on a la Corée du Sud qui vient, là maintenant l'Irak qui fait 3e en triple cette année, qui nous prend la place. Donc les Suisses aussi, qui sont les rivaux. Les rivaux, parce que c'est la Suisse francophone qui joue beaucoup, donc on se connaît très bien, on s'apprécie beaucoup et on aime se retrouver sur les terrains. Donc, mais oui, mais après, il y a les Tchèques et les Slovaques qui, eux... Et en 2022, vous les avez rencontrés. Vous avez battu les Slovaques, d'ailleurs. Bien sûr. Ça fait quoi de battre une équipe aussi forte en plus, c'est chez eux. Non, c'est à Prague. C'est à Prague. Chez les Tchèques, C'est chez les Tchèques. Mais donc, battre les Slovaques, qui est une des équipes les plus fortes, ça fait quoi? Ça n'avait jamais été fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. On les rencontre en phase de poule. C'est le match où on se dit, tout est possible. C'est les poules. Il faut le gagner parce que sinon, la qualification pour les quarts de finale est compromise. Mais c'est un match où il faut jouer à fond. Et on voit qu'en fait, c'est possible. Premier match de poule contre eux, première fois qu'on les bat, 2-7-1. Et là, le sentiment, il est exceptionnel. Le COP français est en feu, les gars n'en reviennent pas. Et on se dit que c'est possible. Et en face, les Slovaques, ils partent confiants au début du match. Bien sûr. Ils pensent qu'ils vont faire une bouchée de vous. Bien sûr. On les a jamais battus. Voilà. Donc, ils se disent, même si ils savent qu'on est des bons joueurs, mais on les a jamais battus. Ils sont au-dessus. Ils sont... pour te donner la différence, moi, je suis peut-être un des attaquants les plus grands. Je fais 1m85-86. Eux font 1m95. Ah oui. Ils font tous le grand écart. Donc, quand tu es au filet avec des mecs comme ça qui te lèvent la jambe, des fois, je me suis retrouvé au compte, mais le gars passe au-dessus de moi. Ouais. Et pourtant, normalement, je prends de la place. Ouais. Donc, évidemment qu'ils sont confiants. Et puis là, on a vu que ça s'accrochait, ils perdent un set. Puis tu vois, les visages qui commencent à se défaire, ils comprennent pas ce qui se passe en fait, les gars. Et tu dis, oui, mais en fait, on est là et puis on progresse, ça force. Puis on a d'autres techniques parce que tu disais, eux, ils font le grand écart, ils font un 95. Vous, c'est pas trop votre force de faire le grand écart en équipe de France, mais vous avez d'autres techniques, c'est que vous faites des retournées acrobatiques pour envoyer la balle beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Ça commence à parler d'une French touch. Ouais, c'est ça. Où les Français, avec quelques précurseurs, je peux que parler de Julien Mercier, qui est sûrement le plus grand attaquant français des dernières années, peut-être de l'histoire. On en reparlera, on en reparlera dans quelques années peut-être. Qui lui justement a instauré ce retourné-là et l'a fait connaître à l'international. Et c'est devenu la marque de fabrique parce que oui, plus petit, mais retourné, on va chercher haut aussi. Et puis du coup avec une puissance de frappe qui est vraiment forte. Donc c'est là que ça a pu imprimer la marque française, aller chercher les premières médailles. Et donc là maintenant, c'est ce qui se passe généralement, c'est que les attaquants français font des retournées. On va parler un peu de ton histoire en club. Donc tu as longtemps évolué au club de Nantes, qui s'appelle Laetitia Club Nantes, c'est ça? Nantes Laetitia Tennis Ballon. Nantes Laetitia Tennis Ballon. Précisément, le NLTB. Voilà. Ok, NLTB. Donc c'était jusqu'à quand ça que tu participais à ce club-là? Que je dise pas de bêtises. Je vais me faire gronder. Sinon tes coéquipiers. Je vais me faire gronder. Attends, je suis arrivé du coup là 2024-2025. Je suis arrivé pour la saison 2023-2024 au GIFT, donc 2022-2023. Ok, donc jusqu'en 2022-2023, tu étais à Nantes. À Nantes, c'est ça. Nantes, c'est un des plus gros clubs de France. Ouais. Ils terminent régulièrement dans le premier ou deuxième du tableau. Ouais, là ça fait... du coup ils ont décroché leur 5e titre de champion de France à la dernière saison. Ok. Moi j'ai eu la chance d'en avoir 4 avec eux. Et maintenant, il y a le plus titré en triple depuis que c'est la formule du championnat de France, c'est les Sables d'Olonne, qui en ont 6. Là Nantes est à 5 et c'est évidemment les deux rivaux. Donc Nantes va essayer de rafler le 6e cette année, je pense. Et donc toi, tu es à Nantes, tu es dans un des meilleurs clubs de France. Ouais. Pourquoi tu pars du club, sachant que tu veux un challenge supplémentaire ou tu veux remonter une équipe avec une autre équipe et essayer de gravir d'autres... Ouais, il y a de ça, c'est le challenge. C'est l'impression d'avoir fait le tour à Nantes. Alors en fait, c'est très compliqué parce que c'est là que j'ai tout appris. J'ai des amis exceptionnels là-bas que j'ai pas envie de quitter non plus, avec qui j'ai envie de jouer.
Mais ouais, la sensation d'avoir fait le tour, de plus forcément progresser surtout. Et donc de me dire, là, il faut que je mette un coup de pied aux fesses. Il faut que je change. Ça fait mine de rien, à ce moment-là, depuis 2018, que je disais que je ne suis plus à Nantes. Donc en fait, je joue avec eux, mais je ne m'entraîne pas avec eux. Ça, ouais. Donc il y a aussi ce sentiment-là de prendre la place de certains qui s'entraînent et qui sont aussi légitimes pour prendre du temps de jeu. Et moi, je m'entraîne avec les gars d'ici Limoino depuis 6 ans. Donc j'ai envie de démarrer une nouvelle aventure, en fait, avec ce qui me manque, ce truc-là, de groupe, de se suivre toutes les semaines, dans les matchs, les week-ends, et c'est ce qui me manquait. Est-ce que tu montes à Paris pour des histoires de carrière, peut-être, ou avec ta femme, peut-être s'il y a peut-être plus de boulot pour elle sur Paris? Je ne l'avais pas rencontrée à cette époque-là. Oui, d'accord, ok. Ouais, non, je ne l'ai pas rencontrée, ma femme actuelle, du coup. Je la rencontre en 2019, donc 1 an après être arrivé sur Paris. Okay. Et bon, là, c'est exceptionnel, mais c'est une autre histoire. mais du coup, ça contribue au fait que je reste là, que je reste là parce qu'on est bien, et que du coup, je m'épanouis dans le club du Gift, et voilà, et ça fait plaisir. En tout cas. Et donc, tu rejoins le club d'Issy Moulineaux. Est-ce qu'il y a des joueurs de Nantes qui t'ont suivi aussi, ou tu arrives dans un nouveau club, tu connais personne et... Enfin, tu les connais parce que en fait, quand vous rencontrez, c'était tes anciens adversaires. Je vois ce que tu veux dire. Non, du tout, parce qu'eux restent sur Nantes et ils sont très attachés justement. Nantes, c'est une vraie famille, ce club-là. Ouais. Ça s'est construit petit à petit. Au début, pas énormément de licenciés, même pas une dizaine. Et puis là, maintenant, c'est devenu un des gros clubs de France. Donc non, là, je suis le seul expatrié du côté d'ici, les Moulineaux. Et donc, tu rejoins Jérémy Caramel, qui lui est dans cette équipe-là, qui est un des plus grand joueur de l'équipe de France. Bien sûr. Il joue en simple aussi ou non Il joue en simple, 3 fois champion de France de simple, 4 fois champion de France de double. Là, il est sur 2 titres d'affilée en Coupe de France de double, élu meilleur joueur du monde en 2022. Donc, petit CV. Petit CV. Donc, il y a moyen qu'avec Issy Moulineaux, avec Maël, Jérémy et d'autres joueurs. Kylian Guérold, 5 fois champion de France de double aussi. Ok. Donc il y a moyen que Issy Moulineaux remonte un peu au niveau du classement et fasse concurrence à Nantes ou Sabdelone. C'est le plan. C'est le plan, je te le cache pas. On finit 3e du championnat de France l'année dernière, qui était le meilleur résultat du club. Après, c'est un club qui performe en double. Et pour l'instant, le triple, c'est pas forcément un marque de fabrique et c'est vraiment différent. Donc là, plus difficile cette saison, mais on a quand même de bon espoir pour la suite. Ouais. Tu joues un peu en double ou tu fais que du triple, toi? Non, moi je fais les 3. Ok, tu fais les 3. Je fais les 3, ça me plaît de faire les 3. Tu m'as posé la question tout à l'heure, simple, double, triple, j'ai eu du mal. Là, je dirais double parce que ça veut dire que c'est la mouvance du moment. Avant, je t'aurais dit triple. Il y a peut-être un an, je t'aurais dit simple. Ouais, ça dépend J'adore les 3. Chaque instant. Non, le double, beaucoup. Et parce que qu'on sache un peu. Qu'est-ce qui fait la différence entre du simple, du double, du triple? Alors oui, en triple, il y a des techniques peut-être différentes parce qu'il faut faire des passes à des coéquipiers. En simple, c'est plutôt des passes à soi-même. Ouais. Selon les périodes, tu disais qu'il y a des fois tu préférais le simple, des fois le double, des fois le triple. Là, tu es sur plutôt quel mood en ce moment? Je t'avoue que moi, j'ai du mal à dissocier les 3. Là, en fait, le championnat, pour l'instant, on ne fait que du triple pour le moment. Donc là, j'ai que ça en tête. Après, le triple, je l'ai déjà gagné. Donc, je suis plus sur le double que je n'ai jamais gagné. Je suis 3 fois vice-champion de France, donc toi je l'accroche, mais j'y suis pas encore. Donc plus le double, le simple, on va dire que je suis un outsider. Donc c'est sur le côté, même si c'est un vrai objectif personnel. Mais non, là c'est le double complètement. Et le double, c'est qui ton coéquipier Là c'est Dylan Rowe. Okay. Dylan Rowe, j'ai fait ma première saison avec lui l'année dernière, où ça a été une saison compliquée. On a été blessés un peu à tour de rôle l'un l'autre, donc on a eu très peu de tournois dans les jambes. Et on finit vice-champion de France contre Jérémy Caramel et Kylian Guérold. On a fait une finale 100% ICN du même club. C'était exceptionnel, jamais fait non plus. Ouais. Donc c'était un moment extraordinaire. Mais maintenant, on veut la dernière marche. Ça suffit de faire gagner les anciens. C'est clair. Et puis un bout d'un moment, c'est bon, vous allez reprendre leur place. Ils vont commencer à se fatiguer. Les vieux au placard, c'est bon, il y en a marre, laissez-nous. Quand ils entendront ça, ils vont te faire la fête quand tu vas rentrer. Oui, parce que tu peux te dire que je me suis fait chambrer à l'entraînement. Parce que t'imagines, tu perds une finale de Coupe de France contre les coéquipiers que tu vois toutes les semaines. C'est clair. Ouf, oh la tanasse. Est-ce qu'il y a... Même c'est parce que donc, tu changes de club, donc tu vas rencontrer tes anciens adversaires. Il y a quand même une bonne ambiance, même entre adversaires, dans le Futnet. Ouais, tu vois, là, on a joué Nantes ce week-end. Ok. On a joué Nantes ce week-end, donc il y a toujours des moments où on se retrouve au filet, on se chambre un petit peu. Il tape le filet, ça rebondit derrière, il a un peu de chance. Le gars, tu dis, c'est bon, tu te fous de moi un petit peu, pas à moi, pas ça maintenant. Donc non, c'est des moments géniaux. Justement, c'est les matchs moi que j'attends. De jouer Nantes, c'est ce que je préfère.
rejouer contre tes anciens coéquipiers. Ouais. Ils ont encore un gros niveau, même après ton départ. Je peux dire que le gros niveau, je l'ai senti ce week-end. On a pris 3-0. Donc, ouais, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Okay. On va parler un peu de ta vie de joueur de fitness, mais plus perso. Comment ça s'organise pour toi, une journée type? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours au fitness, ou est-ce que, parce que tu as un métier à côté qui est prof de PS, Ouais. voilà, donc comment ça s'organise? Là, écoute, on est dans une période assez speed pour moi, où justement, comme je t'ai dit, j'étais dans un nouveau challenge, donc j'ai voulu progresser sur plein de domaines. Donc là, actuellement, les semaines sont bien remplies. Ça veut dire que je vais au boulot, j'ai la chance d'avoir mon lundi, donc d'avoir des journées par contre très condensées le reste. Et du coup, là en ce moment, je m'entraîne tous les midis. C'est-à-dire que je ne prends pas ma pause avec mes collègues pour manger tranquillement. Il y a une petite salle, je me pose, je monte un filet de fortune, j'amène mes ballons, je m'échauffe et je bosse tous les midis. Et tu peux t'entraîner tout seul? Je me débrouille. Ouais. Je me débrouille, donc je bosse beaucoup de techniques. Ouais. Je bosse mon pied gauche, qui était très très mauvais, qui maintenant commence à pas être mal. Je bosse ce qu'on appelle des amortis. Donc c'est des feintes d'attaque qui normalement sont des smatchs et en final tu déposes la balle derrière le filet. Comme je t'ai dit, au foot j'étais pas technique. Ouais. Au footnet je le suis pas non plus. Donc voilà, Patator doit trouver un petit peu de technique. Donc je bosse ça commence à venir doucement. Et puis d'autres gestes que j'essaye. Voilà, je parfais tout ça. Je bosse du fond, je vais courir le soir. Globalement c'est ça. Là je dois tourner à 6 entraînements semaine en ce moment. Voilà, en plus des matchs, donc voilà, c'est un peu costaud. C'est assez soutenu quand même. Là, c'est assez soutenu. Après, c'est moi qui me l'impose. Ouais, bien sûr. Mais enfin, après, c'est pareil. Quand on veut tenir des hauts niveaux, être titulaire en club, être titulaire en équipe de France, c'est ça. En plus, vous avez gagné des titres, donc ça commence à se démocratiser. Ouais. Il y a peut-être des nouveaux joueurs qui arrivent avec des grandes ambitions. Il y a des très bons joueurs qui arrivent. Là, justement, on parlait de Guillaume Ortiz tout à l'heure, sélectionneur à 7. Il y a un très bon joueur du côté de 7, Romain Isoire, gaucher, qui est arrivé, qui a fait son trou en équipe de France là, et qui est vraiment exceptionnel. Donc on a de belles perspectives pour l'équipe de France dans les prochaines années. Ouais. Cool. Mais du coup, il faut que je me remue. Ouais, c'est ça. Et toi, tu es droitier. Ouais. Et il y a un avantage d'être gaucher ou droitier au fitness C'est très complémentaire. Justement, l'arrivée de Romain, qui est gaucher, c'est une merveille pour l'équipe de France. Donc moi qui suis droitier, justement, l'idée, c'est de m'associer avec des gens comme lui. En club, avec Kylian Garold, par exemple, dans mon club qui lui est gaucher. Ça permet d'avoir des solutions d'attaque assez faciles. Là, par exemple, le schéma de l'équipe de France au dernier championnat du monde là, qui avait lieu la semaine dernière à Budapest, voilà, où on avait un passeur au centre et du coup un attaquant à gauche, un attaquant à droite, un attaquant droitier, un attaquant gaucher. Et là, c'est parfait. On a deux solutions. C'est un peu le cas de toutes les équipes ou non? Des fois, il n'y a que des droitiers? Non, très souvent, à l'international, il n'y a qu'un seul attaquant. Okay. Ça propose qu'une solution et donc c'est la volonté des sélectionneurs Guillaume Ortiz et Jimmy Libert aussi. De proposer deux solutions d'attaque, justement pour changer, sortir de ce modèle-là et plus se rapprocher en fait du volet, où tu as des solutions qui peuvent arriver de partout. Et donc là, justement, ça commence à faire son trou, ça. En compétition, on vous voit jouer souvent à l'intérieur, dans des gymnases. Quand tu étais plus jeune, tu disais que tu jouais avec ton père peut-être à l'extérieur, sur les plages. Donc il y a les deux solutions. Tu peux jouer à l'extérieur, en intérieur. Il y a quelque chose que tu préfères, toi, jouer plutôt en extérieur, en intérieur? On va dire que rien ne bat les tournois sur sable sur la plage. C'est exceptionnel. L'atmosphère est magnifique. Tu joues un match, tu vas te baigner, tu reviens. Après, en hiver, par contre, la salle, c'est quand même mieux. C'est aussi pour ça qu'on est pas mal des fois à sortir du foot. Les entraînements sous la pluie l'hiver où on se caille, on préfère être en salle. Donc c'est deux choses très différentes, mais c'est vraiment sympa en extérieur quand même. Est-ce que les joueurs de foot, parce que toi tu viens du foot, donc voilà, est-ce que les joueurs de foot, les bons joueurs de foot sont officiellement des bons joueurs de fitness ou c'est pas toujours le cas? Est-ce qu'il faut être technique au foot pour être bon joueur de fitness? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, la technique est extrêmement importante. Donc si tu es un bon footeux, tu seras un bon joueur de footnet. Après, les gestes sont très spécifiques, notamment à l'attaque. On parlait des retournées tout à l'heure. Ou même juste le smash où tu vas avoir un balancier de la jambe qui va traverser par le côté. C'est des gestes que tu n'as pas au foot. C'est pas forcément les joueurs les plus souples non plus, sauf si on s'appelle Zlatan. Mais c'est des gestes qui mettent du temps à venir. La souplesse se construit petit à petit à force de répétition, mais les joueurs de foot sont souvent excellents, notamment en défense, en réception, en passe, où ils sont très très propres. Et là, ils vont vite
trouver justement plaisir à jouer au footnet en venant dans les clubs. Et après, par contre, pour l'attaque, c'est autre chose. Ok. Et est-ce que on connaît des grands noms de joueurs de foot qui ont essayé de jouer au footnet? T'en as là sous la... Ouais, Mathieu Baudemer, par exemple. Ok. Joueur de Paris, de Lyon, équipe de France, avec qui on a pas mal joué, qui s'y est essayé, très bon joueur. Ok. Lui, c'est pareil, et il me manquait un petit peu de souplesse, mais il était déjà vraiment pas mal. Mais par contre, c'est pareil, au filet, il avait une vision, et lui, il était capable de mettre des points de la tête. Chose que nous, par exemple, on ne fait pas, mais parce qu'il a ce truc-là, cette technique hors pair, défensivement, c'est facile. Donc tu le sens, on a eu Olivier Quin, ancien joueur de Nantes aussi, qui est pas mal venu à Nantes. On a eu David Trezeguet qui a fait des tournois aussi. Cool. Voilà, ce genre de grands joueurs. Tu les as rencontrés, ces gens-là ou en tout cas, tu as joué contre eux ou... Mathieu Baudemer, oui. Olivier Quin, l'entraînement à Nantes. Et puis après, on en croise certains sur des tournois. On a un très beau tournoi du côté de Saint-Raphaël, l'Esterel Footnet Cup, qui est un tournoi international qui se passe tous les étés. Et on a quelques grands noms qui viennent souvent, des joueurs de l'OGC Nice, vu que c'est à côté, qui viennent. Très sympa. Tu disais que on dit que le footnet, c'est un mélange entre le foot, le tennis, le volley. Ouais. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que tu t'inspirais un peu du volley où ils attaquent à deux. Et donc, vous, en France, c'est ce que vous faites et c'est pas le cas de toutes les autres équipes internationales. Ouais. Est-ce que toi, tu viens du foot, tu connais le foot par cœur, mais est-ce que tu regardes un peu les matchs de volley pour voir s'il y a des stratégies à mettre en place? Pas mal, ouais. Ouais, on a beaucoup regardé ça. Moi, j'en ai fait beaucoup à la fac, où c'était même ma spécialité, parce que spécialité footnet, ça n'existe pas. Donc, je me suis reconverti. Et on regarde beaucoup ça, notamment le rôle du passeur là-dedans, où les deux attaquants vont se placer de chaque côté du filet. Et quand le problème se pose pour les contreurs du volley de choisir l'endroit où ils vont les contrer, c'est pareil pour nous. Puis nous, on contre avec le pied. Ouais. Donc, il faut être extrêmement mobile, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, d'avoir deux solutions de chaque côté du filet, ça pose des vrais problèmes aux contreurs. Donc, c'est là que les stratégies du volley sont hyper importantes. Des fois, réfléchir même à des passes courtes, ce genre de petites choses-là, c'est hyper important. Ouais, c'est clair. Donc, on s'en inspire. Et... est-ce qu'on peut... Enfin, toi, t'es joueur professionnel de footnet, en équipe de France, dans un club. Amateur, quand même. Ouais, mais c'est comme ta vie. Oui, bien sûr. Je veux dire, tu te fais des déplacements avec l'équipe de France et tout ça. Est-ce qu'on peut vivre du footnet? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vivent du footnet? Non. Non, malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Alors, on a la chance maintenant d'avoir intégré la Fédération française de football. Ouais, tout récemment. Ouais, tout récemment, il y a 2 ans. Donc là, on a vraiment changé de dimension. On n'a plus à payer pour les déplacements parce qu'en effet, tu l'as dit, on va partout, on va en Corse. Là, la finale de Coupe de France de double l'année dernière, c'était à Lourdes. Donc il y a vraiment des gros déplacements. Et du coup, on a cette facilité-là maintenant grâce à la FFF. Mais on n'en vit pas encore. Et donc, vous vous entraînez à Clairefontaine maintenant, l'équipe de France? Depuis longtemps maintenant, 6-7 ans, facile. Des stages maintenant qui se répètent par contre avec la FFF, il y en a plus. Donc il y a les équipements, il y a tout qui rentre en ligne de compte, il y a les actualités sur le site de la FFF. Ouais, donc ça joue d'être à Clairefontaine parce qu'il y a des équipements des équipements de haute technologie. C'est ça, il y a les infrastructures de Clairefontaine qui est un des meilleurs centres à l'international de football. Donc nous on a un gymnase juste pour nous. Qu'on partage avec le futsal, mais bon, ça va. C'est du luxe, quoi. Non, donc, on est logé là-bas. On a les soins de kiné. Il y a tout. Il y a toute la préparation, les équipements. C'est juste génial. Parce que donc le staff pour l'équipe de France de foot, c'est le même staff c'est les mêmes kinés ou c'est d'autres kinés? Non. Alors en fait, chaque sélection a son staff. Les féminines ont leur staff, les espoirs ont leur staff. Donc nous, on a notre kiné, on a le médecin, on a le préparateur physique, voilà. Toutes ces choses-là qui font que, justement, dans notre sport amateur, on se rapproche du professionnel. Et c'est aussi ça qui a permis de glaner des médailles. Et c'est aussi grâce à la FFF, quoi. On a vraiment grandi grâce à eux. Et ils développent le sport dans les clubs. Et là, on commence à atteindre un niveau qui est vraiment intéressant. C'est cool parce que, je pense que peut-être que tu te dis je participe un peu à la notoriété de ce sport en ayant gagné avec l'équipe de France parce que c'est depuis 2022 où quand on gagne des titres ça fait croître la notoriété. Tu changes de dimension. C'est ça. Nécessairement. Et puis même moi j'ai commencé à connaître à ce moment-là quand vous gagnez en championnat du monde parce qu'on voit des choses passer sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et donc on s'y intéresse, on regarde et en fait c'est un peu comme le volley, hein, c'est hyper impressionnant, c'est hyper rapide et il faut vraiment suivre la balle.
C'est assez spectaculaire. Généralement, c'est ce que les gens nous disent quand ils viennent voir. En fait, ils s'attendent à voir en fait, le petit jeu qu'on connaît, tennis-ballon, qu'on a vu rapidement l'équipe de France de foot le faire à la télé, qui sont déjà très très bons. Mais en fait, c'est un sport à part entière avec des gestes vraiment spécifiques et qu'on vient quand même. C'est quand même impressionnant. Quand ça se match, il faut aller la récupérer. La balle. Ouais, je peux te dire, j'en ai déjà pris dans la tête, tu la sens passer. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, à côté, à Paris, tu es prof de PS. Ouais. Est-ce que, en étant prof de PS, donc c'est l'éducation nationale, est-ce qu'on peut enseigner le FUTNET maintenant ? Alors, l'enseigner, je pense pas. On peut par contre le mettre de temps en temps, notamment à l'association sportive, donc l'UNSS, où là c'est complètement possible. Alors, c'est pas ce que je fais encore parce qu'il faut avoir les infrastructures, il faut avoir le projet pour, même si dans le collège aussi on a une section foot, mais du coup ils mangent déjà pas mal de foot. Donc faire le FUTNET à côté, ce serait un peu contre-productif, mais c'est complètement possible. Je sais que ça a été fait avec Jimmy Libert du côté des Sables d'Olonne, où il a pu le faire. Voilà. Donc c'est probablement quelque chose en devenir et quelque chose qui peut être intéressant pour les professeurs de PS. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de l'équipe de FUTNET qui sont profs de PS aussi ? Ouais, il y en avait. Jimmy Libert, sélectionneur adjoint de l'équipe de France qui est prof de PS. Julien Crespo, sélectionneur de l'équipe de France Espoir. On est 3, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, mais ouais. Et donc toi, tu as toujours fait du sport dans ta vie, donc c'est pour ça que tu te dis, c'est un peu une vocation de me dire, je vais continuer en tant que prof de PS. T'aimerais à terme entraîner des plus jeunes sur le FUTNET où toi t'as appris, et tu continues, ta carrière elle n'est pas du tout finie. Oui, j'en fais un peu de temps, mais... T'as encore un peu de temps, mais après plus tard, peut-être que dans 10 ans, quand tu mettras fin à ta carrière, t'aimerais transmettre ça à des plus jeunes, essayer de les entraîner. On va dire, je mange du FUTNET tous les jours, donc je me vois pas arrêter, j'ai cette fibre-là enseignante, donc j'ai envie de transmettre ce que j'ai connu, où moi en plus je suis parti quand même... J'étais pas un bon joueur. Ceux qui m'ont appelé Patator, justement, ils m'ont arrivé parce que j'étais incapable de faire une passe. C'est-à-dire, je veux la mettre droit devant moi et par derrière. Je te jure, c'était un sketch. J'étais très mauvais. Donc, à force de persévérance et d'essayer, parce que je voulais pas lâcher, je suis arrivé à être un joueur plutôt correct. Et donc, j'ai envie plus tard de faire ça. Pourquoi pas être sélectionneur de l'équipe de France Espoir un jour, des A peut-être dans quelques années. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Monter un club, je ne sais pas, parce que là, c'est une entreprise assez costaud. Mais pourquoi pas ? Je me ferme aucune porte et c'est quelque chose que j'ai envie de faire, en tout cas, plus tard. Ouais, super. Non, mais de toute façon, on a reçu d'autres anciens pros de basket, par exemple, ou d'autres disciplines. Et c'est vrai qu'on vit passion et donc on veut transmettre, on veut continuer, en tout cas, à vivre de ce sport. Et donc, c'est hyper intéressant. En parallèle, j'ai trouvé un truc. Tu es aussi modèle photo de temps en temps. Non, mais donc tu t'arrêtes jamais. Tu fais toujours mille et une choses. D'où ça vient ça, la photographie ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier ? Bon, faut dire, il est sportif, il est costaud, il est beau gosse. Quel pédigré, tu me flattes. Non, mais ça, c'est pas du tout venu de moi, ça. Ça, c'est venu de ma femme, qui, elle, a eu un parcours vers Miss France au début, du coup, qu'après s'est orientée vers le mannequinat, là, qui en fait son métier. Elle, c'est pareil, elle est ostéopathe, elle est mannequin aussi à côté. Donc voilà, il y a eu ce truc-là d'avoir plusieurs cordes à son arc et de varier un petit peu les activités. Et donc, en fait, c'est elle qui m'a amené en shooting en disant « Mais regardez, mon mec, il est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas faire des shootings ensemble ?» Parce que c'était rigolo de faire ça avec sa femme. Enfin, c'est super. Ouais, c'est clair. Et donc, j'ai commencé à le faire, au début bénévolement, parce que c'était marrant. Et puis là, ça commence à prendre doucement, parce que moi, je débute. Donc là, je me suis mis depuis septembre... à avoir mon book, donc être référencé, à avoir commencé à être un petit peu appelé et commencer à en faire, pourquoi pas, une deuxième activité. Donc, ça te plaît ? Ça me plaît. Ouais. C'est différent. C'est ludique. C'est ludique, ça change. Donc, moi, j'aime bien, tu vois bien, je fais plein de trucs. Là, je m'entraîne tout le temps. Je suis un peu hyperactif maintenant. Donc, ça me plaît, c'est super. Puis, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, la photo, Instagram, on connaît. C'est ludique. Et puis c'est peut-être une nouvelle passion qui peut se développer derrière, pourquoi pas. J'ai commencé à faire un peu de photos aussi, parce que je prenais Héloïse, ma femme, en photo au début. Donc je m'y suis intéressé, puis c'est un domaine qui est nouveau, donc c'est intéressant. Oui, et puis tu fais ça avec ta femme, donc tu partages un truc, c'est toujours très cool. Ouais.
On va revenir un peu plus sur le Futnet, Ouais. parce que c'est quand même le sujet de notre discussion et pour les gens qui nous écoutent, voilà. Pour toi, c'est quoi la performance la plus mémorable, même si on a déjà une petite idée, que tu as vécu en Futnet ou quelque chose que tu as ressenti? Est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, c'est un des premiers titres que j'ai eu, qui est une victoire en Coupe de France par équipe, alors qu'il y a un modèle qui n'existe plus, qui était en fait l'équivalent de la Coupe Davis, Ok. et qui était en fait un moment où on avait vraiment, avec Nantes, vraiment un statut d'outsider, parce que, alors je ne sais plus pourquoi, mais on avait en fait envoyé l'équipe bis, où moi j'y étais à ce moment-là, parce que je jouais seulement en deuxième division, je gagnais peut-être 1 ou 2 points de temps de jeu en D1. Et du coup, on a envoyé tous ces jeunes joueurs-là. Donc moi, Maxence Vernier, là, qui était capitaine de l'équipe de France de triple. Maxime Sorin, qui était avec lui, pareil, qui était tout jeune. Et du coup, le fameux Arnaud Launay, qui m'a appelé Patator pendant des années. Et du coup, une équipe en fait de deuxième division, voire troisième division, qui s'est retrouvée à côtoyer les meilleurs sur cette compétition-là. Et on a fini par gagner. Wow. Et on gagne cette compétition-là. C'est le premier titre par équipe de Nantes en plus à l'époque. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on vient de faire? On se retrouve en plus premier match. J'en profite, petite anecdote, tu vois. En double avec Maxime Sorin, je joue avec lui et on prend 11-1, 11-1. Waouh, ça va être compliqué cette journée, ça va être très long, et finalement on gagne. Et c'était en quelle année ça? Tu te souviens? Je pense 2012, 2013 peut-être, quelque chose comme ça, je saurais même plus te dire, mais exceptionnel. Ouais. Donc t'étais juste, à ce moment-là, t'étais juste majeur, enfin 2012. Ouais, j'ai 20 ans. Ouais, t'as 20 ans, ouais. J'ai 20 ans, je suis tout neuf. Ouais. Ok, t'es en forme, tu veux tout casser. Je suis en pleine forme. Ouais, c'est les débuts, tu vois. Je m'améliore. Je pense, ouais, j'avais vécu les premiers championnats d'Europe chez les Espoirs à Vitoria, mais t'es un jeune joueur quand tu fais ça. C'est les balbutiements, en fait, en termes de Futnet. Ouais. T'as eu des grosses blessures en tant que joueur? Ouais. Parce qu'on voit que vous montez vos jambes très haut, vous faites des vrilles, donc au niveau des genoux, peut-être que ça doit vachement tirer, je sais pas. Hein, c'est un sport de reprise d'appui. Donc c'est là qu'on rejoint le tennis, par exemple. Tu dois être très très mobile et tu vas frapper à gauche, tu vas te retrouver à partir à droite. Donc en effet, au niveau des genoux et des articulations, c'est extrêmement traumatique. T'imagines les retourner quand tu retombes sur le sol, le poignet et les épaules luxées, ça arrive. Moi, pour ma part, c'est sur une demi-finale de Coupe de France de double où je me fais une grosse blessure. Je finis sur une défense en grand écart et en fait j'ai l'ischio qui part. Ah ouais. Et je me fais une désinsertion de l'ischio-jambier, je ne savais même pas que ça existait. Et l'ischio n'est plus là concrètement, enfin il est quand même à peu près attaché mais il n'est plus là. Et donc on perd cette demi-finale, on gagne quand même la 3-4 parce que je suis chaud et on joue encore. Et après j'ai... Ah mais là blessé tu continues à jouer? Blessé j'ai continué. Parce que en fait avec l'adrénaline, t'es chaud, tu continues. Ah tu sens un truc qui gêne. Et mais en fait, à force, tu les sens pas. L'année dernière, c'est pareil. J'ai joué, j'avais une déchirure à l'adducteur et au psoas de la jambe gauche. J'avais une gêne pour moi. Puis je fais les examens, déchirure de 3 cm. Ça fait des semaines que je joue avec ça. Ça va. ça tient. Et le lendemain, quand t'es à froid, t'as bien dormi, là tu douilles. Tu douilles. Là, je peux dire le retour en avion à la désinsertion de l'ischio. Waouh. Et puis là, j'ai fait du kiné tous les jours parce que c'était 2017 et c'est le premier titre de Nantes après en championnat de France. Et du coup, on peut gagner, c'est à la maison. Et du coup, moi, je suis sur le banc et je ronge mon frein parce que je suis blessé, j'ai tout fait pour revenir. Puis j'ai un rôle juste de remplaçant. Et bon, on gagne quand même, c'est magnifique. Mais du coup, ça a été le parcours du combattant pour revenir de ça. Et puis, de la douleur, du temps, le kiné. Joël Fradet, merci encore, ostéopathe à Nantes, allez-y. Je sais pas s'il est encore en activité. On fait de la pub. Ah ouais, non, exceptionnel. Et parce que dans les équipes, les clubs en France, il y a des kinés attitrés ou alors c'est des kinés externes que vous allez voir Ça peut arriver. Nous, on a une kiné à Nantes qui nous a suivis, Maëlle Lamour qui nous a suivis longtemps. On a Alexandre, le kiné de l'équipe de France aussi, mais globalement, les clubs n'ont pas forcément de kiné attitré. C'est plus qu'on a nos connaissances et on va les voir quand on a besoin. Ouais, et puis vous êtes dans ce milieu-là du sport et je suppose que pendant les études, on les côtoie aussi, ces kinés sportifs. Et puis, quand tu as cette vie-là un petit peu de sportif de haut niveau à notre niveau amateur, tu travailles en même temps, en fait, les blessures et les petits bobos, ça fait partie du quotidien. On va dire que là, moi, en ce moment, tu vois, je m'entraîne tellement, il y a toujours quelque chose. Si je devais comptabiliser tous les petits bobos, les contusions, les machins, on vit toujours avec des petites douleurs, ça fait partie de notre vie. Mais donc voilà, on les kinés, on les connaît. On a les numéros, on a les petits contacts et puis on les appelle quand il faut. Ouais. Et un peu une place privilégiée vu qu'il y a une relation. Tu peux la construire au bout d'un moment. C'est ça, ouais.
Je vais te poser une question difficile, là. Tu vas avoir du mal à répondre, c'est sûr. Pour toi, c'est qui le meilleur joueur de Futnet en France? Ah oui. Ouais. Pas simple. Français ou international, d'ailleurs. Enfin, on pourra répondre aussi sur l'international. Français, j'ai envie de te dire, ça va jouer sur un trio. C'est le trio qui a été champion du monde en 2022. Tu as ces 3 joueurs exceptionnels. Tu as William Rambaud d'Olonne, Vincent Voisino, quintuples champion de France de simple, le recordman de la discipline. Du coup, Jérémy Caramel. Ouais. Je vais dire Jérémy Caramel quand même. Ok, parce que c'est le coéquipier. Meilleur joueur du monde en 2022. Ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, enfin... J'ai vu ses performances et c'est le zizou du Futnet pour nous. Il sait tout faire, le gars. Il sait tout faire. Il est extrêmement technique. Il est facile. Mais il est tout petit en plus. Enfin, tout petit. Faut pas lui dire. Pas ça, Jérémy. Il est pas très grand. C'est pas sa qualité première. Ça, je te l'accorde. Ouais, mais il sait tout faire. C'est un technique. Okay. Tu vois, c'est ce genre de joueurs qui savent tout faire, pied droit, pied gauche, de n'importe où sur le terrain. Et lui, c'est un peu comme toi, il vient du foot ou pas du tout Ouais, il vient du foot, ouais. Okay. Et puis lui, dans son histoire, ça c'est marrant parce qu'il est parti quelques années en Argentine où il a plus joué du tout, puis il est revenu, puis il a regagné. Tu vois, c'est ce genre de joueurs-là qui sont trop forts. Il a un talent, avec beaucoup de travail, mais il a un évidemment. talent. Mais c'est des joueurs très talentueux que tu vas voir, équipe de France, des Paul Pogba, tu le regardes jouer, mais c'est exceptionnel. Voilà. Et à l'international, il y a un joueur auquel tu penses, qui est de quelle équipe De ma génération, je vais dire Jan Vanke. C'est de quelle équipe Attaquant triple tchèque. Ok. Voilà, c'est les grands échalas qui font le grand écart. C'est exceptionnel, qui sait tout faire. Frappe monstrueuse, très technique en même temps. Voilà, c'est de la soie quand il joue, tu vois. C'est fluide, c'est facile. Quand tu le regardes jouer, c'est facile ce sport. Puis tu essayes, en fait non, c'est quand même compliqué. T'as déjà joué contre lui? Ouais. Et quand il est en face de toi au contre, là, Et ben c'est au début justement, c'est le genre de mec, ça te passe par dessus, c'est trop facile. Et puis à force, j'ai commencé à gagner en souplesse. Je me dis là, va falloir être ton petit grand écart, va falloir encore l'améliorer. Ouais. Et à force, j'ai commencé, j'ai des belles petites photos où je suis au contre lui et j'arrivais un petit peu à rivaliser, pas forcément, mais en tout cas à le faire jouer. Ouais. Mais quand on a joué en Coupe du Monde à Prague en 2022, est-ce qu'il y a un autre tournoi que tu aimerais faire? Est-ce que tu veux revenir en championnat du monde parce que l'ambiance était folle? La priorité, c'est les championnats du monde. Voilà, c'est le Saint Graal pour l'instant. Mais s'il y en avait un, ce serait les Jeux Olympiques. Oui. Ça, faut y être. Mais là, ce serait exceptionnel. C'est une discipline qui peut arriver aux Jeux Olympiques? Qui peut? On a été en démonstration là au JO 2024. Où il y a eu, on était sur le groupe France, sur le village olympique, il y a eu des démonstrations de fêtes, donc c'est complètement quelque chose qui peut être dans les papiers. Maintenant, il y a des critères à l'international, même si ça commence à se développer de plus en plus. Je pense que ça coince sur le nombre de licenciés à l'international, qui doit être insuffisant. Mais en étant dans cette discipline de démo, peut-être dans quelques années, ce serait magnifique. Peut-être moi en tant que sélectionneur, je pense qu'en tant que joueur, c'est râpé. c'est trop tard. Ouais, je pense. Ça dépend, sauf si dans les 4 ans, là, on arrive à aller je pense que c'est goupillé pour Los Angeles déjà. Mais ce serait magnifique. Là, ce serait le Saint Graal. Mais c'est un sport qui a tout à gagner. Et je pense que pour les JO, ce serait exceptionnel parce qu'on adore voir justement ce genre de sport-là tous les 4 ans, un petit peu inconnu. Puis toi, tu as regardé, c'est hyper ludique, c'est vraiment spectaculaire. Donc, je pense que c'est vraiment le genre de sport qui est complètement JO-compatible et qui serait super, quoi. C'est comme du volley, ça se regarde bien et ça serait super. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle discipline, donc les gens sont curieux. Par exemple, il y a un gros attrait pour le paddle, qui est un nouveau sport, qui vient d'Espagne. Qui est un sport émergent. Voilà, qui est un sport émergent et ça cartonne partout. Et le fitnet, pourquoi pas? Parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas bien. C'est ça, et puis en fait, c'est des gestes qui sont vraiment spécifiques. On a des systèmes de jeu qu'on va à peu près reconnaître. On va dire, tiens, c'est peut-être inspiré du volley, mais en fait, c'est tellement particulier qu'on y trouve goût assez vite, en tout cas quand on vient le voir. En tant que joueur, maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que tu joues au fitnet. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui voudraient se mettre à cette discipline, qui viennent du foot ou pas d'ailleurs? Comment ils peuvent s'y mettre? Est-ce qu'il faut qu'ils essayent dans un club avant ou... Ils peuvent complètement essayer dans des clubs, ils peuvent aller sur le site de la FFF. Il y a une section où il y a tous les footballs qui sont répertoriés, donc tous les types de football, le beach soccer, le futsal, etc. Et donc tu as une catégorie footnet avec une carte des clubs de France qui est disponible. Et il y en a maintenant un petit peu dans toute la France. Il y a quelques régions encore qui ne sont pas encore trop représentées.
Mais je leur dirais surtout foncez, allez-y, si vous aimez le foot. L'avantage du footnet, c'est que c'est beaucoup plus ludique dans le sens où on touche tout le temps la balle. Donc ceux qui aiment bien avoir le ballon, tu vois, dans les pieds, qui ont du mal à le lâcher, qui sont un petit peu techniques, mais ils vont s'éclater. C'est super. Et ne vous arrêtez pas forcément à la technique qui peut être un petit peu difficile au début. Même si vous venez pas du football, les footeux vont s'en sortir quoi qu'il arrive. Mais ceux qui ne viennent pas, ça se construit assez facilement. Vous allez être accompagné dans les clubs par des gens qui ont l'habitude et qui ont fait exister ce sport et qui l'ont fait reconnaître auprès de la FFF. Donc il y a vraiment des gens, des passionnés comme moi, qui vont réussir à les accompagner assez facilement. Et tu sais de quoi tu parles, t'étais pas le plus technique et avec du travail. J'étais pas le plus technique, j'ai été accompagné justement par des Julien Mercier en coaching, Frédéric Noblet, mon père, et à force ça se construit. Oui, moi j'étais, je pense, un des plus nuls techniquement de joueurs qui démarrent, et là je commence à avoir un palmarès assez intéressant. Comment tu vois, toi, ton évolution aujourd'hui tu as 32 ans 32, ouais. 32 ans, ton évolution dans ta carrière. Déjà, on peut jouer jusqu'à quel âge en tant que joueur de footnet C'est un sport très technique. Donc en fait, ta technique, tu vas continuer à la développer. Moi, même après mes 32 ans, on n'est pas professionnel, donc on n'a pas autant d'entraînement que les pros. Donc en fait, on va continuer à progresser. Même après, on va dire peut-être l'âge d'or d'un footballeur pro, 27, 28 ans. Nous, c'est bien après. On a des joueurs, toi, Julien Mercier, médaillé de bronze en 2022. Il doit l'avoir, il a 40 ans passés. 42, on l'appelle papy. Peut-être comme ça. Presque, il a plus de cheveux, il a des protections partout. Comment il tient debout? Puis le gars, il monte, il fait des retournées, il continue, il est affûté comme jamais. Donc tu peux continuer jusqu'à plus de 40 ans à avoir encore un très très bon niveau. Ouais, donc tu peux encore jouer largement 10 ans. Ouais, je pense. C'est un de tes souhaits, toi, de continuer le plus longtemps possible? Ouais. Oui. Je suis pas du genre à vouloir arrêter au sommet de ma carrière. Moi, je suis un besogneux, je travaille d'arrache-pied, et puis j'irai. S'il faut passer par la D2 après, quand je serai moins bon, je retournerai en D2, ça me fera plaisir. Non, mais là avec, ça fait quand même beaucoup de temps que tu t'entraînes, tu as vécu des belles choses. Tu sens que tu es au top de tes performances. Tu t'améliores encore tous les jours? Là, j'étais pas sur un creux, mais sur une certaine stagnation, je pense, en termes de niveau. Et le fait d'avoir changé de club, je change de poste. J'ai toujours été attaquant-contreur à Nantes, j'ai fait que ça. J'ai fait que taper dans la balle. Là maintenant, exactement, tu vois. Là, je suis passé au poste d'arrière qui propose une deuxième solution d'attaque. Et donc, j'ai gagné énormément en technique, en termes de passe, en termes de réception. Donc, je me vois encore énormément évoluer. Et je trouve que j'ai encore des perspectives de progression assez importantes, on verra. Mais en tout cas, je progresse encore. Ok. Et la concurrence en équipe de France, donc tu disais, elle est de plus en plus rude. Ouais. Donc tu dois t'entraîner de plus en plus dur pour être sélectionné. Oui, il n'y a plus le choix. Là, c'est ça, obligé. On disait en novembre, c'était le championnat du monde. Tu faisais pas partie du groupe. Non, malheureusement. Malheureusement. Après, c'est pas définitif, c'est juste. Non, mais c'est comme la sélection de l'équipe de France. C'est ça. Foot, hein. Oui. J'ai vécu un petit peu ce truc-là de me rendre compte, parce que j'étais dans le groupe France depuis 2015. Ouais. Donc, tu vois, presque 10 ans. Le dernier stage en équipe de France que j'ai fait, c'était en janvier. Je n'ai pas été rappelé pour celui d'avril. Et c'est là où tu te rends compte de ce truc-là, justement, de joueurs de foot qui ne sont pas sélectionnés. Tu te dis, eux, c'est leur métier, c'est encore plus leur vie que moi. Ouais. Mentalement, ça va quand même être très, très difficile. Ça ne l'a pas été pour moi. Et donc, d'où le fait de s'entraîner énormément pour essayer de revenir. Je lâche pas l'affaire. C'est ça, ouais. Non, mais comme quoi, tu dis, tu vois, il y a de plus en plus de joueurs qui arrivent et qui s'entraînent aussi dur que toi, et tout le monde veut être en équipe de France parce que c'est quand même un peu le Graal. Ouais. Et mine de rien, mentalement, quand tu apprends que tu n'es pas sélectionné, ça fait un petit coup, tu vois. Ça fait un gros coup. Un gros coup même. Gros coup même. Ouais, je t'avoue que moi, j'ai quand même eu du mal à dormir. Après, là, les championnats du monde, c'était pas facile pour moi à regarder, même si j'étais derrière les copains et que j'étais dégoûté des résultats là, parce qu'on n'a pas réussi à avoir de médailles malheureusement, mais il y a eu des super performances. Ils sont à 2 doigts de faire la finale en triple, par exemple. Et c'est cette reconstruction-là à refaire, cette préparation mentale à avoir aussi, qui fait partie du sport de haut niveau et qui est vraiment pas simple, quoi. Après, ils savent ce qu'il reste à faire. S'ils veulent regagner des médailles, il faut rappeler Maël.
C'est pas mon rôle. Guillaume Ortiz, si tu écoutes ça, peut-être, je ne sais pas. On peut réessayer. Moi, je suis pas contre. Non, mais après, comme encore une fois, tu vas t'entraîner et puis s'ils doivent te rappeler, ils te rappelleront. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ils regardent les matchs, ils sont compétents là-dedans. Et puis là, je peux te dire, ils ont fait les bons choix. J'y étais pas pour une raison. Non, mais... C'était normal. Sportivement, il y avait des gars qui étaient meilleurs que moi. Donc, c'est comme ça. C'est juste à moi de faire les bonnes choses et les bons choix pour revenir. Donc, il n'y a pas de souci là-dedans. Tu as regardé un peu donc, le championnat du monde. Ouais. Qui a gagné Enfin, moi, j'ai pas... Les Tchèques qui ont eu 0 titre à Prague chez eux pour les 100 ans du sport ont retrouvé des titres. Ils en récupèrent 2 sur 3 et les Slovaques récupèrent le double. Ils avaient perdu en finale donc, contre les Français la dernière fois. Et les Tchèques prennent le simple et le triple. Voilà. Ok. Donc le Futnet, d'ailleurs j'arrête pas de dire Futnet, mais je sais même pas si c'est Footnet ou Futnet. On dit plus Footnet, mais on s'en fiche. Les deux se disent, ok. Ouais, c'est pas grave, tant qu'on le prononce, c'est bien. C'est peu connu en France, on l'a dit, enfin c'est de plus en plus connu en France, mais c'est quand même moins connu que dans les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. C'est quoi les actions qu'on devrait mettre en place? Est-ce que vous communiquez beaucoup sur vos réseaux sociaux? Est-ce que je vois qu'il y a des groupes Facebook, il y a des Instagram et tout ça? Ouais. En fait, on fait entièrement confiance à la Fédération française de foot, bien sûr, qui a eu justement l'accord du ministère pour s'occuper du développement du Footnet et qui font ça extrêmement bien. Tu vois, si on a été champion du monde en 2022, c'est parce qu'on a l'accompagnement de la FFF, c'est parce qu'on a les conditions, c'est parce que justement eux ont un plan de développement dans les clubs de foot où ils les encouragent à développer des sections Footnet pour que les footeux aussi puissent démarrer le Footnet, que ceux qui souhaitent arrêter la pratique du football puissent continuer une pratique qui ressemble à cette pratique-là, garder le côté ludique du ballon, et du coup ça se développe. Ouais, d'accord. Et donc nécessairement, comme tu disais, on a de plus en plus de concurrence, et donc grâce à la FFF, là on est en train de se développer petit à petit et puis, vraiment grandir et faire connaître ce sport. Eux, ils ont une grosse notoriété déjà bien établie, bien évidemment. C'est une sacrée machine. C'est une sacrée machine. Après, toi, tu as des réseaux sociaux où tu communiques avec ton club, Instagram, Facebook. Ouais, chaque club a son petit compte Instagram. Nantes a le sien, nous le Diff on a le nôtre. Voilà. Okay. Et Meurinville à Paris aussi, 7. Bref, on mettra dans la description de la vidéo les réseaux sociaux du club et de toi, si les gens veulent te retrouver et échanger pour peut-être des plus jeunes qui veulent s'y mettre. Avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que tu as des dernières actualités à communiquer ou pas c'est quoi tes prochaines actus? Écoute, là, les prochaines actus, on en parlait. Moi, c'est le modeling, c'est les shootings, c'est la photo. Voilà, je me développe un peu là-dedans. Donc voilà, ceux qui veulent m'appeler, écoute, allez-y. Ouais, c'est ça. Et puis après, on verra pour l'équipe de France. Je continue à travailler d'arrache-pied et puis on verra si ça marche. Ouais. Tu nous as rapporté un objet. Est-ce que tu peux nous en parler, nous montrer à la caméra? 2 petites choses. Hop. On est sur 2 éléments. Un plus du passé, on va dire, qui est une petite relique de 2012, qui est le petit fascicule des championnats du monde à Nymburk à Prague en 2012, qui m'a été remis par un grand monsieur du Footnet français qui le développe justement à la FFF, qui est Jean Deloffre. Merci à toi Jean et merci pour tout ce que tu as fait pour notre sport. Où justement il m'a remis ça parce que j'avais joué au championnat du monde Espoir avec son fils qui est là, alors, je ne sais pas si on va bien le voir. On fera un zoom éventuellement. Voilà, qui est Fred Deloffre et donc on me voit dans le fond de la photo justement. Ouais, carrément, tout jeune. Tout jeune, sans barbe, voilà. Et bon, c'est en tchèque, je comprends rien. Mais voilà, c'est un objet où justement on voit par exemple plein de grands noms aussi de joueurs tchèques qui sont là, les Jan Vanke, d'autres, Pavel Kop, ce genre de joueurs-là qui sont exceptionnels. Et donc ce petit souvenir-là qui nous rappelle d'où on est venu, de bénévoles qui ont fait vivre ce sport, de par exemple Vincent Voisino, j'en reparlais tout à l'heure, qui était là, qui est quintuple champion de France, champion du monde de double, et qui a été président de la fédération jusqu'à la passation à la FFF, où on avait une fédération annexe qu'on a fait vivre, où on a organisé les compétitions. Moi, je me suis occupé pendant des années de faire les calendriers pour les compétitions, d'autres avant moi, des Julien Mercier, des David Alleic, des Kevin Castelao, voilà. Et donc, tous ces gens-là, dont Jean Deloffre, qui ont fait vivre ce sport et qui l'ont amené à la FFF maintenant, et grâce à eux, on est là. Il faut continuer, et c'est pour ça que tu vas continuer à porter ce flambeau. Exactement, et ce petit héritage-là de gens qui, espérons-le, ont été des précurseurs, et après de ce sport qui ne peut que grandir parce qu'il est magnifique. Ouais, super.
Bah ouais, non, c'est super souvenir de Ouais, garder ouais. ce genre de choses. Complètement. Et puis, tu nous as ramené ta médaille de 2022, je présume? Non, pas du Non, tout. du tout. Ah, ok. Tu vois, ça justement, C'est quoi? ça Vas-y. c'est le renouveau. Ça c'est la première médaille FFF Ok. que j'ai eue à la Coupe de France de double l'année dernière, donc qui est la médaille de finaliste, donc médaille de perdant, mais Ouais. médaille quand même. Mm. Médaille FFF parce que moi j'ai cette petite habitude un petit peu particulière d'afficher les récompenses où j'ai perdu. Ok. J'aime bien parce que bon, ça me motive aussi. Alors il y a évidemment la médaille de triple au championnat Ouais. du monde qui est affichée dans le salon, mais celle-là je l'ai mise parce que c'est la première de la FFF. Et donc c'est justement toi, cet élément du passé où on est arrivé, notre héritage un petit peu. Et là, les perspectives d'avenir où on est arrivé avec la FFF, où on a tout à gagner et tout à construire. Et c'est ce qui motive de voir ça dans mon salon. Je dis mais on a quand même fait du chemin et on est en train de faire et d'écrire une belle histoire avec tous ces grands monsieur du sport qui nous accompagnent tous les jours, quoi. T'aimerais pas être un peu plus jeune et voir un peu l'avenir à la FFF du footnet? J'envie un petit peu les jeunes, mais en même temps, franchement, j'échangerais pour rien au monde le parcours qu'on a eu. Ouais, ce que t'as vécu. Ouais, de ces gens-là qui ont pas connu Clairefontaine à leur début, qui ont eu des stages dans les conditions où justement, on parlait de Guillaume Ortiz tout à l'heure, qui allait chercher des sponsors, qui allait chercher des endroits où on allait faire des démonstrations. On a fait des démonstrations dans des campings, il y a des tournois ATP de tennis. On a tout fait, on est parti à Barcelone faire des démonstrations. On a vécu des choses extraordinaires, en fait, de par cette passion-là et ce voyage et ce goût de faire connaître ce sport-là. Et donc non, je ne les changerai pas, même si tu te dis là maintenant, ceux qui débutent, ils ont des conditions... Les gars, ils vont à Clairefontaine tout de c'est suite. clair. Ils n'ont pas connu la galère, tu vois. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais bon, c'est une époque différente. Mais c'est la beauté de notre histoire. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que le sport maintenant se fait connaître et grandit parce qu'on a travaillé d'arrache-pied avec tous ces messieurs-là et ces dames-là aussi. Parce qu'il y a Anne-Marie de l'Offre Ok. qui a été là. Il y a eu beaucoup de grands noms aussi qui sont passés par là, qui ont permis de développer ce truc-là et de vivre maintenant ces beaux moments. Non, et t'as participé à tout ça, donc c'est Ouais. cool. Enfin, il y a des archives qu'on retrouve, hein, des Ouais, vidéos et tout. C'est pas comme à une époque où Mm. si on a eu des parents qui étaient des sportifs de haut niveau, c'est dur de retrouver des archives. Maintenant, Ouais. on arrive à retrouver pas mal de souvenirs. De petits dossiers, ouais. Et ça restera gravé ad vitam aeternam sur Internet. Exactement. Donc on pourra retrouver, tes enfants, ils pourront retrouver un peu tout ton parcours. Espérons-le. C'est Ouais, c'est ce serait cool bien. quand même, non, parce que Ouais, c'est ouais. des vies un peu extraordinaires. Bien sûr. On n'a pas tous l'occasion de vivre des championnats du monde d'un sport. Ouais. Et c'est assez cool. On termine nos podcasts par un petit jeu. Mhm. Donc je vais te donner un petit scénario imaginaire un peu probable. Hein. Allez, vas-y. On ne sait jamais. Tu vas nous raconter comment se joue le dernier point et quel était le score à la fin. Est-ce que tu es prêt? Ok, vas-y. France-Brésil, si tu jouais en double avec Zinedine Zidane contre Neymar et Ronaldinho, Ouais. comment se déroule le match? Quel est le dernier point et quel est le score à la fin? Tu vois, celui-là, je l'ai déjà dans ma tête depuis des années parce que l'objectif, c'est champion du monde, même si j'y arriverai peut-être pas, mais tu te fais, quand tu rêves, dans les images, tu te les fais dans la tête, c'est facile. 1-7 partout. Troisième set, c'est tendu, tu sens la tension est palpable. Zizou, il a sa petite goutte là, qui sur le front, ça commence à... On voit le bout, mais on n'y est pas encore. Je prends le service. 19 pour nous, balle de match. Ace, on n'en parle plus. C'est Voilà. bon. Ace, voilà, c'est des choses que tu fais pas souvent. C'est comme au tennis, c'est beau, ça arrive. Et voilà, c'est fini, champion du monde. Super. Bisous sur le crâne, la totale, quoi. Super. non, mais ouais, Zizou, c'est quelqu'un. Je sais pas s'il s'y est mis au footnet, s'il a joué un match, s'il a testé. Je sais pas, écoute, j'imagine que des tennis ballons, il en a fait dans sa Ouais. carrière un petit paquet, à mon avis. Mais, Maintenant, est-ce qu'il est venu essayer le footnet, le vrai sport? Je ne sais pas, du coup, je l'y invite. Voilà, Hein. ce serait bien qu'il vienne en France, Bah, parce que bon, je sais pas où il habite maintenant. Je sais pas, mais qu'il vienne à Clairefontaine. Voilà, qu'il vienne Je à pense Clairefontaine, que essayer. il a ses petits papiers. J'aurais le droit à une petite dédicace si c'est le cas, si Ouais, c'est écoute, grâce au ouais, podcast. ouais. Je t'appellerai à ce moment-là. Non, mais ouais, est-ce que c'est genre comme Zidane ou Neymar ou Ronaldinho, Mm. est-ce qu'ils peuvent être forts au fitness? C'est sûr. Parce que c'est des joueurs tellement techniques. Ils sont tellement techniques. Je te parlais de Mathieu Bodmer, déjà, qui pouvait tout faire au filet. Zinedine Zidane, Neymar, Ronaldinho, c'est des joueurs qui sont d'une dimension tellement extraordinaire, mais Ouais. évidemment qu'ils seraient forts. Ne serait-ce que, comme je te disais tout à l'heure, à la passe ou en réception, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est évident. Bon, je t'ai fait jouer dans l'imaginaire avec Ouais. Zinedine Zidane Quel beau match. contre Neymar et Ronaldinho. Merci en tout cas d'être venu Merci à toi. sur notre podcast. C'était vraiment très cool d'apprendre toutes les anecdotes sur le footnet
et tout ce que tu as vécu. C'était un super moment. On a vécu un super moment. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez aimé ce podcast et cet épisode. Merci de nous avoir écoutés dans votre voiture, dans votre salon, dans votre cuisine. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Ça nous aide à gagner en référencement sur ces réseaux sociaux qui nous permettent aussi que notre podcast soit le plus vu possible et d'avoir de nouveaux invités toujours plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, la cloche pour les algorithmes YouTube, nous mettre des commentaires si vous souhaitez poser des questions, on répondra à tous les commentaires, et puis nous mettre un petit like. C'était Maël Delanou dans Parlons peu, parlons passion. Merci et puis bonne journée à tous. Merci à vous.